Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Vous êtes plutôt du genre à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Une question simple qui a été l'objet de plusieurs études scientifiques sur l'optimisme, sur nos comportements face à la maladie, face aux coups durs de la vie. Les optimistes s'en sortent-ils finalement mieux? Ou au contraire, les pessimistes sont-ils plus armés pour faire face? Comment certaines personnes réussissent-elles à s'en sortir alors qu'on leur avait annoncé une mort imminente? Quelles ressources intrinsèques les personnes malades arrivent-elles à déployer? L'Antidote s'arrête ce soir sur ces questions à la fois comportementales et existentielles. Il y a ceux qui statistiquement anticipent leur futur de manière plus favorable qu'il ne le sera réellement. Ceux qui surestiment leurs chances de gagner au jeu. Plus de soleil, plus de plage. Ceux qui imaginent des vacances de rêve. Ce sont des optimistes. Pour un divorce? Non, je prends un ping-pong. Et pourquoi vous voulez divorcer? Et puis il y a ceux qui se marient en pensant au divorce. Parce qu'on s'est vite lassé. Oui. Puis le traiteur était pourri. Ceux qui voient toujours le pire dans une situation, qui ne jouent pas du tout au loto parce que de toute façon ils perdront. Ce sont les pessimistes. La question intéresse aujourd'hui les neurosciences qui veulent comprendre ce qui, dans notre cerveau, détermine nos comportements au quotidien. En fait, tout dépend de comment vous êtes organisé en termes de timing par rapport à votre examen notamment. Un point que l'on peut étudier, c'est comment on adapte notre anticipation du futur à la réalité. Et ça va être vraiment l'élément qui va distinguer l'optimisme du pessimiste. Si on veut simplifier ce sujet, on va dire que typiquement l'optimiste, il intègre, comme le pessimiste d'ailleurs, les bonnes nouvelles de manière, on va dire, relativement objective. Elles activent son cerveau dans des régions que l'on connaît, dans le lobe frontal. En revanche, s'il est soumis à des informations négatives qui reflètent la réalité, mais qui le confrontent au fait qu'il était trop optimiste, eh bien, l'optimiste va mal les intégrer, va moins bien les intégrer que le pessimiste. Il va en quelque sorte créer un filtre par rapport à la réalité des faits pour intégrer beaucoup plus les événements positifs que les événements négatifs. Et ça, c'est vraiment le trait caractéristique de l'optimiste ou de l'hyperoptimiste. L'optimiste va donc ignorer certaines informations négatives réelles, ce qui peut avoir des effets bénéfiques pour la santé. Le fait d'être optimiste semble conférer une meilleure immunité face à des situations médicales bénignes. Semble aussi être associé à une meilleure humeur de manière générale, donc globalement un avantage pour la vie de tous les jours. Mais il y a un mais. Il y a des travaux plus récents qui tendent à démontrer que face à des maladies graves, incurables, vis-à-vis desquelles le sujet ne peut pas vraiment avoir une emprise sur son avenir, l'optimisme pourrait au contraire dans ce cas-là avoir un effet négatif. Le fait de se retrouver face à une maladie sérieuse, un stress répété, alors qu'on est naturellement optimiste, nous amène à continuer à se confronter de manière directe à cette situation et donc à augmenter le stress qu'elle provoque. En comparaison de quelqu'un qui serait pessimiste et qui ferait preuve de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire accepterait cette situation défavorable, mais du coup serait moins confronté au stress qu'elle engendre. Le pessimiste serait donc plus armé pour faire face à des maladies graves qui s'installent de manière prolongée.
tout comme l'optimiste pourrait être privilégié face à des situations bénignes. De manière générale, la population humaine a un biais d'optimisme reconnu. Nous imaginons notre futur bien meilleur qu'il ne le sera en réalité. Dans ces circonstances, il est difficile de savoir quelle sera notre réaction devant la maladie. Sylvie Staub-Chamba a eu 4 fois le cancer. Elle a survécu à la maladie, au traitement et au bouleversement existentiel. Lors du premier diagnostic, elle a engagé toutes ses ressources personnelles pour survivre au choc. C'est une espèce de réquisition générale de toute la force de vie intérieure. Et puis on passe de minute en minute. Puis on voit qu'on arrive à tenir de minute en minute. Puis on attend que tout se réorganise. C'est comme vous mettez un bâton dans une fourmilière, mais vraiment vous secouez bien la grosse termitière. Et puis tout a volé en éclats, puis il faut attendre juste que tout se remette en place d'une manière ou d'une autre. Ça prend plus de nombreux mois, ça prend très longtemps. Donc en fait, le diagnostic, c'est d'une violence inouïe, puis cette chimio qui vient derrière, qui violente tout le métabolisme, c'est comme si on est un peu volé à soi-même. Malgré son rétablissement et toute l'énergie déployée, le cancer la rattrape. De caractère plutôt pessimiste, dira-t-elle, Sylvie est de nature à rencontrer ce qui est douloureux, à ne pas l'éviter. Elle a accepté de vivre le cancer comme un drame. À la première récidive, je me suis sentie condamnée. Et puis effectivement, le médecin m'a dit qu'on ne pouvait plus me guérir. Là, c'était une expérience très particulière d'être confrontée comme ça à une mort proche. J'avais une limite dans le temps, j'avais soi-disant 2 ans. Là, ça bouleverse tout, parce que du coup, j'étais plus du tout dans le temps linéaire dans lequel on vit avec mon place des rendez-vous. J'étais dans un temps extrêmement concentré et puis en même temps un peu éternel, dans le sens où chaque instant, par exemple avec mes enfants, tous les instants que je passais, je savais que c'était des instants dont ils pourraient se rappeler plus tard. Donc le temps il se dilatait. Le passé, le futur, le présent pouvait contenir le futur. Et puis, ça c'est une très belle expérience. Cette expérience du temps différent qu'on a quand on sait qu'on va mourir, c'est vraiment une expérience magnifique. Dans un premier temps, elle a besoin de comprendre pourquoi elle fait face à cette maladie et à cette mort imminente. Le premier mouvement, par exemple, c'est de chercher la cause dans le passé. Et puis donc, le cancer serait comme une espèce de sanction pour rétablir quelque chose qui n'aurait pas été fait correctement ou assez, ou je ne sais pas quoi. Et finalement, un jour, j'ai complètement abandonné cette idée de rechercher dans le passé, puis je me suis dit, en grec, pourquoi ça se dit « vers quoi ?» Dans quel but, vers quoi ? Et quand je me suis posé cette question-là, vers quoi le cancer ? Alors c'était waouh, évident que c'était vers plus de vie, vers plus d'ouverture, vers quelque chose de positif. Ça, c'est une ressource qui m'a beaucoup aidée. Malgré 3 récidives, elle est toujours là 10 ans plus tard. Alors qu'on l'avait condamnée, elle renaît. Durant son parcours, la méditation de pleine conscience l'a beaucoup aidée pour lutter contre l'angoisse, pour se recentrer. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie dans l'enseignement de la méditation de pleine conscience de manière laïque. Elle est en train de mettre sur pied des cours de méditation pour les enfants. La méditation m'a beaucoup aidée à trouver l'équilibre. J'étais confrontée à la mort et du coup j'avais des angoisses. D'abord j'avais peur de me perdre de l'autre côté, ça c'était une chose. Puis ensuite, laisser ma famille, laisser mes enfants. Laisser mes enfants, c'est la pire des choses. Et donc, il y avait des moments où j'étais emportée, tous les jours, il y a des moments où j'étais emportée par mes soucis ou mon chagrin. Et puis la méditation, elle m'aidait à me poser. J'avais installé tout un tas d'images qui étaient des images ressourçantes pour moi.
La méditation de pleine conscience a montré des résultats bénéfiques pour soigner la dépression, pour éviter les récidives et pour protéger contre le stress. Cette technique qu'on regardait de haut dans le monde médical est devenue aujourd'hui reconnue scientifiquement. La médecine aujourd'hui s'ouvre de plus en plus aux dimensions émotionnelles et existentielles. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'addiction. Le professeur Jacques Besson dirige le service de psychiatrie communautaire du CHUV. Avec des patients difficiles et très défavorisés, il s'intéresse à toutes les ressources qui peuvent contribuer au rétablissement de ces patients. Le cerveau est un petit peu trop optimiste. C'était un moment de bonheur, d'intelligence collective. Vous avez pu vous entretenir avec lui Oui, on a eu la chance, avec le petit groupe qui est là, de manger ensemble. On a pu lui parler personnellement. Et, c'est une rencontre extraordinaire. En 2013, il a rencontré le Dalai Lama en personne lors d'une visite à l'université de Lausanne. Il s'est entretenu un petit moment sur la question de la spiritualité dans le domaine de la santé. Finalement, dépression, agression, addiction sont des maladies de civilisation où nous devons retrouver un peu de sagesse et un peu de compassion. Le professeur Jacques Besson est un scientifique reconnu qui croit que la spiritualité peut amener un effet bénéfique sur la santé. Un point de vue encore peu exploré en psychiatrie. La spiritualité donne du sens. Et ce sens permet à la personne d'abord de comprendre le monde. La spiritualité donne une compréhension du monde. Ensuite, la spiritualité donne des outils pour gérer sa vie. Et puis, donne du sens à ce qui arrive, même si ce n'est pas forcément favorable. Et alors, quand on a cette compréhension, cette capacité de gérer sa vie et cette capacité de donner du sens, ça s'appelle la cohérence. Et la cohérence, c'est ce qui fait qu'on est protégé contre... Enfin, c'est un facteur protecteur pour la santé mentale et la santé physique. Il y a eu de nombreuses études qui l'ont montré. Et c'est le fondement, cette cohérence, de ce qu'on appelle la salutogenèse. La salutogenèse, c'est le contraire de la pathogenèse. Vous savez, les médecins sont très préoccupés par les causes des maladies. Eh bien, quand on fait de la psychiatrie lourde, comme moi, les causes, voilà, c'est très intéressant, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui fait que les gens pourraient aller mieux. Le bien-être psychologique, c'est une activité du striatum ventral. On le voit ici, c'est en couleur, c'est tout à fait clair. C'est une activation du cortex préfrontal dorsolatéral droite. La science du bonheur en imagerie cérébrale. Les recherches en neurosciences semblent confirmer ce que Daniel Pétrement vit sur le terrain auprès des patients. Il est aumônier et il a troqué la soutane pour la blouse blanche de l'hôpital. Il rencontre les patients qui veulent aborder les questions existentielles ou en lien avec la souffrance. Bonjour. Il passe régulièrement auprès des patients et parfois 5 à 10 minutes suffisent pour établir une relation de qualité. Comment ça va aujourd'hui? Ça va un peu mieux, mais c'est pas tous les... Un jour ça va bien, un jour ça va moins bien. Aujourd'hui, c'est plutôt... Aujourd'hui, ça a été. Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore une opération qui vient? Oui, c'est ça qui me fait un peu peur. Oui, parce que j'en ai eu déjà 5. On sent que ça vous touche, hein? Beaucoup. Dans nos entretiens, on aime bien entendre quelles sont les parties problématiques de la personne, quels peuvent être les éléments de détresse qui sont déclenchés par la maladie, par l'accident, par le handicap. Et puis il y a toutes les questions liées aussi aux croyances globales que les personnes ont. Par exemple, une personne qui croit que les lois de la nature sont de l'ordre de la perfection et qui n'arrive pas à articuler la maladie dans ce contexte-là, parce que les personnes nous disent « si je suis malade, c'est que j'ai dû contrevenir aux lois de la nature, j'ai dû faire quelque chose de faux ». Et du coup, il faut essayer de réintégrer une nouvelle compréhension de ce qui leur arrive pour remettre ensemble ce qui ne va plus.
L'aumônier peut aussi faire le lien entre le patient et le médecin. Il aborde les questions d'identité, de rupture, de limites aussi. Les limites entre un traitement raisonnable ou futile, les limites de la science. Vous me disiez tout à l'heure que vous allez aller dans un endroit où on pratique de la réadaptation. C'est l'hôpital, l'hôpital d'Orbe. C'est ça, oui. Voilà, oui. Puis vous avez déjà été là-bas, à ma connaissance? J'ai été plusieurs mois, oui. Presque une année, j'étais là-bas. Et puis j'étais très bien. Moi, j'entends souvent dans les services, y compris de la part de médecins, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que la médecine fait 50%, et puis tout le contexte relationnel dans lequel se déroule le traitement, et la famille, l'appui que les personnes peuvent recevoir de leurs proches, des soignants, la manière dont ils se sentent compris, la manière dont ils ont confiance aussi dans les décisions qui sont prises la plupart du temps avec eux. Tout cela contribue à hauteur de 50%. Alors on essaye de pouvoir y contribuer modestement. Quand je vois ce visage-là... Tu te reconnais pas Moi, je me reconnais pas, non, c'est pas moi. Steve Muskens avait une chance sur 2 de survivre à un syndrome myélodysplasique qui pouvait évoluer vers une leucémie. Il a dû faire des chimiothérapies et recevoir une allogreffe de moelle osseuse, un processus de plusieurs semaines à se battre. Quand il apprend sa maladie, il a 36 ans, il est sportif et il vient juste de se marier. Bonjour, t'as 2 minutes pour boire un verre? Avec plaisir. Lorsqu'il revient avec sa mère sur son traitement, il reste persuadé que le service médical d'hémato-oncologie a fait la moitié du chemin et que lui-même, avec ses propres ressources, a fait l'autre moitié. Avec quoi je peux te faire plaisir? Honnêtement, on parle toujours de tous ces stades qu'on a, quand on apprend sa maladie, c'est-à-dire d'abord la peur, après il y a la colère, l'incompréhension. Moi, j'ai l'impression que dans mon cas, j'ai eu cette chance, c'est que toutes ces étapes, honnêtement, en très peu de temps, 1, 2, 3 journées, ça a été fait. Et assez rapidement, je suis rentré dans le stade. Ok, acceptation de la maladie. J'ai pris ça de manière très mathématique, très factuelle. Acceptation de la maladie, il y a une maladie. Par contre, il est hors de question que je quitte cette vie. Donc, solution, qu'est-ce que je peux faire moi? Alors moi, je peux être positif, je peux m'entourer, je peux aller chercher de l'aide à droite et à gauche. Alors, je me suis trouvé 2 ou 3 gourous, pas mal de gens qui m'ont aidé en médecine naturelle, qui finalement étaient des oreilles et des sortes de psy, mais voilà, ça m'a aidé. Et puis deuxième chose que je ne sais pas faire, c'est tout ce qui est d'un point de vue médical. Bah, ça, vous allez au HUG, vous prenez votre problème, vous leur posez, vous leur dites, bah voilà, j'ai un service à faire, démerdez-vous. Donc là, à un moment, il y a un côté confiance, et puis après, il y a une partie que vous pouvez prendre en main, et puis voilà, moi je m'occupe de celle-là, le reste, je peux rien faire. Dans toutes les histoires de personnes qui se sont sorties de leur cancer, qui n'ont pas eu besoin d'aller aussi loin que ce que j'ai dû aller, elles parlent de quelque chose comme ça, où elles prennent la responsabilité de leur maladie et de leur guérison, ou pas. Il y a une émancipation par rapport à cette position du patient qui fait confiance au médecin et qui suit ce que le médecin dit, parce que le médecin sait mieux. Tout à coup, le patient revient en lui-même et puis il croit à sa propre expertise et il la met en premier avant celle du médecin. Et ça, c'est le facteur, à mon avis, c'est le seul facteur, je dirais, que j'ai pu trouver de commun dans toutes les histoires de personnes qui racontent comment elles s'en sont sorties du cancer. Probablement l'enjeu principal, ce n'est pas d'être optimiste à tout prix ou d'être pessimiste en permanence, mais c'est peut-être d'arriver à ajuster son niveau d'optimisme à la situation que l'on va traverser. On peut avoir la chance d'avoir une vie sans accroc et puis on peut demain être confronté par malchance à un accident très grave de nous-mêmes ou de quelqu'un de notre entourage. Il va falloir faire face, ça change complètement notre vie de tous les jours. Et par rapport à ça, il y a lieu d'ajuster d'une certaine manière notre degré d'optimisme ou de pessimisme. Et probablement là, la bonne réponse est individuelle, elle dépend de notre patrimoine génétique, elle dépend de notre vécu. On est dans le domaine de la médecine personnalisée qui se développe de plus en plus, notamment dans le domaine du cancer. Alors,
Quand on parle médecine personnalisée, on parle avant tout des gènes, de la biologie dure, mais tout ça, à mon sens, fait intégralement partie de la médecine personnalisée de demain. C'est la médecine de demain de se pencher sur la personnalité, le comportement des gens? Oui, je crois que c'est essentiel. On l'a encore tous vécu en étant nous-mêmes patients ou famille de patients, allant voir un médecin. On a souvent en général des réponses factuelles sur le diagnostic lorsqu'il peut être établi, les médicaments à prendre, mais la maladie, c'est plein d'autres choses. Et c'est notamment comment on se projette en sortant du cabinet médical, dans quel va être notre futur, que l'on soit atteint d'une maladie plutôt bénigne ou d'une maladie incurable. Et dans tous ces cas de figure, le rôle du médecin doit être d'aider son patient à s'adapter à cette nouvelle situation et à l'affronter le mieux possible. J'ai marqué par exemple quand tu avais le droit de sortir, puis que je t'amenais un petit moment au bureau, juste pour boire un café. Ce qui a été une matinée magnifique, il m'a dit « Maman, cette nuit, je me suis réveillée en disant oh, « C'est drôle, je me sens bien ». J'ai dit « Ah oui, et alors quoi ?» Ben, ce matin, on a fait des analyses et j'avais mes premiers globules blancs. Et il m'a dit « Maman, je l'ai senti physiquement ». Je me suis réveillée en me disant « Mais je crois que je commence à aller mieux, je me sens bien ». Et c'était ses premiers globules blancs. Il y en avait, je ne sais pas, vous pouvez les compter. Hein. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais c'était 3 fois rien. Mais c'est vrai que voilà. Et après alors, on faisait les globules blancs remontent. Elle est à 900. 900, ça vous semble complètement ridicule parce que c'est 3 fois rien. Mais pour lui, c'était voilà. Et surtout, les plaquettes suivent. Donc, on était suspendus à ses progrès. Puis de temps en temps, il y avait une petite chute. Oui, il y avait des chutes, c'est sûr. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Suite à sa maladie, Steve veut se retrouver et faire quelque chose pour sensibiliser la population au don du sang. Pour attirer l'attention sur l'importance du don de moelle osseuse qui lui a sauvé la vie. Il se lance dans un projet fou. 2 ans après la greffe qui lui a sauvé la vie, il traverse la Suisse en parapente et à pied, sur 400 km à vol d'oiseau. Un message d'espoir pour les autres patients greffés. Aujourd'hui, Steve Muskens a fondé sa propre entreprise de team building et il évoque aussi un changement de vie. Je relativise énormément de choses. Le boulot qui va moins bien, voilà. Franchement, ça donne envie de bouffer la vie. Tout ce que j'ai pu en retirer, tout ce que j'ai pu apprendre, peut-être que ça m'a sauvé de plein de situations assez délicate, où là tout d'un coup maintenant je me simplifie tellement la vie qu'il y a des choses qu'on n'en veut pas. Bon, j'ai appris à dire non, je ne savais pas dire non, aujourd'hui je sais dire non, j'ai pas envie de quelque chose, je dis non, désolé. La personne qui est malade apprend parfois à se recentrer sur soi, sur qui elle est et sur ce qui peut lui faire du bien. Lorsqu'un enfant est confronté à une maladie, les soignants essaient aussi de faire en sorte qu'il reste un enfant, malgré la maladie. C'est pourquoi le travail des clowns Théodora est si apprécié dans les hôpitaux. Alors, on peut pas rentrer Peut-être... Non. Eh ben, au moins, c'est clair, non. Mais t'es rentrée puis t'es ressortie ? C'est d'essayer d'apporter un petit peu d'humour, de légèreté, de dédramatiser les situations. De voir si les enfants font des beaux rêves, s'il faut qu'on leur chatouille le bout du nez ou qu'on leur rafraîchisse le bout des pieds. Et puis discuter aussi avec les parents, avec les infirmières, parce que ça fait partie aussi. Puis c'est des super collègues de jeu, des partenaires qui sont précieuses aussi. Et puis c'est d'essayer d'amener un petit peu une fenêtre sur autre chose pendant un petit temps donné. Et puis d'essayer de casser un peu cette routine de l'hôpital, des soins, de la douleur, de prendre une petite distance. Il y a du monde qui passe. Oh bonjour, oh là là, mais c'est le défilé. C'est cool ça. L'enfant, au travers de tout cela, reste et est un enfant qui puisse reconnecter avec le jeu, avec le rêve, avec la légèreté, avec l'humour. 1, 2, 3. C'est utiliser ça et puis que l'enfant soit l'acteur là au milieu.
On est bien. L'enfant acteur ou le patient acteur de sa vie et de sa guérison. L'improvisation permet de voir la vie différemment, de s'intéresser à des petites choses invisibles comme le bruit des roues d'une voiture, de redonner le sourire aux parents aussi et aux frères et sœurs. Oh mais vite alors! Ah mais toi tu fais vite! Ah toi tu fais vite! Ah ouais! Alors attends. Des fois oui, on est touché, des fois on est bouleversé, des fois on est de super bonne humeur. C'est aussi d'arriver avec la couleur réelle. C'est d'être, en phase avec soi et en phase avec ce qui se passe ici et maintenant. En tout cas, j'aspire à être le plus souvent dans cet état-là et puis à dire, ok, on prend ce qui est présent, là, ici, tout de suite, maintenant. Mais on a la chance de voir les artistes aussi. Maintenant, on a vu les défilés, maintenant on les voit en vrai, c'est trop. La médecine de demain est celle qui mettra en avant l'empathie dans la relation thérapeutique, qui cherchera à valoriser et à utiliser les ressources personnelles des malades. La médecine de demain est celle qui prendra en compte les recherches en neurosciences pour mieux comprendre les patients et qui placera le patient au centre, dans sa globalité, un être physique, psychique, social et spirituel.